Salut, je m'appelle Miles Turner. J'ai 29 ans et je vis depuis environ 3 ans dans cette banlieue tranquille à la périphérie de Portland, dans l'Oregon. C'est l'un de ces endroits où toutes les maisons se ressemblent. Des modestes maisons de plein pied à louer, avec une peinture défraîchie et de petits jardins que personne n'entretient vraiment. Ma vie n'a rien de spécial. Je travaille comme technicien de réparation dans un magasin d'électroménager local appelé Fix It Quick. Nous nous occupons de tout, des climatiseurs qui fuient au réfrigérateur en panne, en passant par les machines à laver défectueuses qui tournent comme si elles étaient possédées. C'est un travail stable qui me permet de payer mes factures. Mais ce n'est pas exactement le genre de travail qui vous rend enthousiaste le matin. La plupart du temps, j'arrive à 8 heures, je répare quelques appareils, je m'occupe de clients grincheux qui jurent que leur machine a cessé de fonctionner sans raison, et je rentre chez moi à 18 heures si j'ai de la chance. Ma maison est un appartement exigu d'une chambre dans un complexe qui a connu des jours meilleurs. Les murs sont fins, la moquette est usée, et l'évier de la cuisine fuit, même si je resserre le robinet autant que possible. Mais cela ne me dérange pas. C'est bon marché et c'est à moi. Après le départ de mon ex-petite amie Sarah il y a 2 ans, je me suis en quelque sorte renfermé sur moi-même. Nous étions ensemble depuis 4 ans et pensions avoir une relation solide. Mais un jour, elle m'a simplement dit qu'elle avait besoin de plus d'espace et a fait ses valises. Pas de grosses disputes, pas de drame, elle est juste partie. Depuis, je mène une vie simple. Je travaille, je bois parfois une bière avec mes copains du magasin, des gars comme Tom et Javier qui parlent surtout de sport et de mauvais rendez-vous, et je passe mes soirées à faire défiler mon téléphone ou à regarder de vieilles rediffusions sur une télévision granuleuse. Je ne sors pas beaucoup, je ne fréquente personne. C'est plus facile comme ça. Ce vendredi soir n'était pas différent. J'avais fait un service tardif pour réparer un réfrigérateur commercial dans un restaurant du centre-ville. Le propriétaire n'arrêtait pas de tourner autour de moi, se plaignant du temps que cela prenait, mais j'ai fini par y arriver. Quand j'ai pointé, il était presque 23 heures. Le ciel s'était ouvert, laissant place à l'une de ces averses soudaines typiques de l'Oregon. Des gouttes froides et incessantes qui ont trempé ma veste pendant que je marchais vers ma vieille camionnette Ford garée sur le parking. J'ai roulé jusqu'à chez moi, les essuie-glaces battant d'avant en arrière, la radio réglée sur une station de rock classique qui passait des tubes des années 80. Une fois rentré à l'appartement, j'ai enlevé mes bottes, jeté mes clés sur le comptoir et me suis dirigé directement vers le placard où je garde une bouteille de whisky bon marché. Je me suis servi 2 doigts de whisky pur et l'ai siroté en regardant par la fenêtre la pluie qui martelait le trottoir. La fenêtre du salon était entr'ouverte. Je l'avais laissée ainsi plus tôt parce que j'aime le bruit de la pluie la nuit. Il couvre le silence. Je n'ai pas pris la peine de la fermer. Qui s'en soucierait dans ce quartier? J'ai fini mon verre, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine, puis je me suis traîné jusqu'à la chambre. Je me suis déshabillé pour ne garder que mon caleçon et un vieux T-shirt. Je me suis glissé sous les couvertures et j'ai laissé la fatigue m'emporter. Je ne me souviens pas avoir rêvé, juste d'un sommeil profond et noir. Le lendemain matin, samedi, est arrivé trop vite. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, frappant mon visage comme un projecteur. J'ai gémi en me retournant pour vérifier l'heure sur mon téléphone. 9h15. Pas mal pour un week-end. Mais quelque chose clochait. Le lit était plus chaud que d'habitude de l'autre côté, comme si quelqu'un avait été là, et il y avait une légère odeur dans l'air, quelque chose de propre, comme du savon mélangé à un soupçon de lavande. Ce n'était pas l'odeur de moisi habituelle de mon appartement. Mes yeux étaient encore embrumés par le sommeil, mais je pouvais l'entendre maintenant. Une respiration douce et régulière à côté de moi. Pas la mienne. Le cœur battant, j'ai tourné lentement la tête. Là, recroquevillée sous la couverture juste à côté de moi, et se trouvait une femme, une parfaite inconnue. Ses cheveux bruns foncés étaient répandus sur l'oreiller, ses joues légèrement rougies par le froid de la pièce. Elle portait ma vieille chemise boutonnée, celle que j'utilise pour le jardinage, bleue délavée avec une déchirure au niveau du poignet. Elle lui allait trop grande et elle était recroquevillée en position fétale, comme si elle essayait de se faire aussi petite que possible. Son visage était pâle, ses traits délicats s'adoucis par le sommeil,
Mais elle avait quelque chose de fragile, comme si elle avait traversé l'enfer et s'accrochait à la vie. Je me suis figé. Mon cerveau a fait un court-circuit pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Peut-être 5, 10 secondes, mais cela m'a paru interminable. Était-ce un rêve? Une farce? La panique m'a envahi. Je me suis redressé d'un bond, tirant la couverture sans réfléchir, l'exposant davantage. Elle s'est immédiatement agitée, ouvrant les yeux avec confusion, puis les écarquillant de terreur lorsqu'elle m'a vu. « Qui êtes-vous » ai-je lâché, ma voix plus forte que je ne le voulais, résonnant dans la petite pièce. « Comment êtes-vous entré ici » Elle s'est assise rapidement, serrant la chemise contre sa poitrine, le visage livide. Des larmes ont jailli de ses yeux presque instantanément. « Je suis désolé, a-t-elle murmuré, la voix tremblante, à peine audible. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit. Juste une nuit. » Je me suis précipité hors du lit, mettant de la distance entre nous, le dos contre la commode. Mon esprit s'emballa. Vérifier s'il manquait quelque chose. Mon portefeuille était toujours sur la table de chevet. Mon téléphone était en train de charger par terre. Mes clés étaient dans le salon. Rien ne semblait manquer. Mais qui était-elle? Comment était-elle entrée? Qu'est-ce que... La fenêtre, dit-elle rapidement, en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Dans le salon, elle était ouverte. Il pleuvait tellement fort hier soir et ma voiture est tombée en panne d'essence à un pâté de maison d'ici. J'allais dormir dedans, mais il faisait trop froid. J'ai vu la lumière allumée et la fenêtre. J'avais juste besoin de me réchauffer. Je jure que je n'ai rien touché. J'allais partir avant que tu te réveilles. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ses mots se bousculaient, empreints de désespoir. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours, voire des semaines. Elle avait de légères ecchymoses au poignet, visibles sous sa manche, et une petite égratignure sur la joue. Elles n'étaient pas récentes, mais suffisamment récentes pour me faire réfléchir. Elle ne mentait pas au sujet du froid. La pièce était fraîche à cause de la fenêtre ouverte. Mais tout cela était quand même insensé. Une inconnue dans mon lit. Je passais une main dans mes cheveux, essayant de calmer ma respiration. Une partie de moi voulait crier pour lui demander de partir immédiatement. Mais une autre partie, celle qui voyait la peur dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient, me retint. Elle ne représentait pas une menace. Elle semblait brisée. « D'accord, dis-je finalement, d'une voix plus calme mais toujours tendue. Restez assise là, ne bougez pas. » Je pris un peignoir dans le placard et le lui lançai, puis je sortis de la chambre pour aller dans la cuisine. Je me versai un verre d'eau, les mains tremblantes, et le rapportai. Elle était toujours sur le lit, les genoux repliés contre sa poitrine, me regardant d'un air las. « Tenez, dis-je en le posant sur la table de chevet, bois ça et commence par le début. Qui es-tu vraiment et pourquoi es-tu ici? » Elle prit le verre de ses doigts, tremblant, et but lentement. Ses yeux rencontrèrent les miens, pleins de gratitude mêlée de honte. « Je m'appelle Helen. Helen Shaw. J'ai 33 ans. Et je ne savais pas où aller. » Je m'assis sur le bord du lit, la regardant boire l'eau comme si c'était la première marque de gentillesse qu'elle recevait depuis longtemps. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd, chargé de questions tacites. Helen Shaw, 33 ans. Son nom flottait dans le silence entre nous, et je pouvais voir l'épuisement gravé sur son visage, les cernes sous ses yeux, ses épaules affaissées comme si elle portait un poids invisible. Je me suis frotté les tempes pour essayer de comprendre. Une inconnue dans mon appartement, dans mon lit, portant ma chemise. Ce n'était pas ainsi que mes samedis commençaient habituellement. « Helen, ai-je fini par dire d'une voix calme mais basse. Racontez-moi tout depuis le début, sans rien omettre. » Elle posa le verre avec précaution, ses doigts s'attardant dessus comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « Je viens d'une petite ville à environ 1 heure à l'est d'ici, Gresham. J'étais professeur d'art au lycée local. J'adorais ça, en fait. Les enfants, les couleurs, les regarder créer quelque chose à partir de rien. » Sa voix se brisa légèrement et elle fit une pause, les yeux fixés sur le sol. Mais mon mariage, ce n'était pas ce qu'il semblait être. Mon mari, Mark, était charmant au début. Mais avec le temps, il est devenu odieux, d'abord contrôlant, puis violent. Je me suis penché en avant,
sans l'interrompre. Elle a retroussé la manche de ma chemise juste assez pour montrer une ecchymose récente sur son avant-bras, violette et enflammée. C'est de la semaine dernière. Il a découvert que je prévoyais de partir et il a perdu son sang-froid. Il m'a dit que si j'essayais de m'enfuir, il ferait en sorte que je le regrette. Depuis, je roule sans but, dormant la plupart du temps dans ma voiture. Je vais dans des motels quand j'en ai les moyens, mais je n'ai plus beaucoup d'argent. Hier soir, il pleuvait d'averse, mon réservoir d'essence était vide à un pâté de maison d'ici, et je ne supportais plus le froid. Votre fenêtre était ouverte. Je vous jure que je n'avais pas l'intention de rester longtemps, juste me réchauffer. Mais j'ai dû m'endormir sur le canapé et errer ici d'une manière ou d'une autre. Je suis vraiment désolé. Son histoire m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais vu des choses comme ça aux informations, mais jamais de près. Une partie de moi voulait quand même appeler les flics, les laisser s'en occuper. Mais la peur dans ses yeux était réelle, brute. Êtes-vous déjà allé voir la police? Lui ai-je demandé. Elle a acquiescé faiblement une fois. J'ai obtenu une ordonnance restrictive, mais il l'a ignorée. Il a des amis en ville. Il sait comment me retrouver. J'ai juste besoin de disparaître pendant un certain temps. Trouver un travail. Économiser. S'il te plaît, Miles, si c'est ton nom. Ne me dénonce pas. Je partirai tout de suite si tu veux. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la pièce. Mon esprit tournait à toute vitesse. Et si elle mentait? Et si cela m'attirait des ennuis? Mais en la regardant, recroquevillée là comme un animal effrayé, je n'ai pas pu m'y résoudre. D'accord, ai-je dit après une longue pause. Tu peux rester quelques jours, le temps de trouver une solution. Mais plus de surprises et tu dormiras sur le canapé à partir de maintenant. Le soulagement se lisait sur son visage et de nouvelles larmes coulaient. Merci. Je ne vous causerai pas d'ennui. Je vous le promets. Je lui ai montré la salle de bain, lui ai tendu une serviette propre et des vêtements de rechange, un sweat et un sweat à capuche trop grand pour elle, mais mieux que rien. Pendant qu'elle prenait sa douche, je me suis affairé dans la cuisine à faire cuire des œufs et à griller du pain. Cela me semblait étrange de préparer un petit déjeuner pour deux dans mon espace solitaire. Le grésillement de la poêle a noyé mes pensées pendant un moment. Quand elle est sortie, les cheveux humides et le visage propre, elle semblait encore plus vulnérable. Nous avons mangé en silence à la petite table, la pluie de la nuit dernière continuant de ruisseler des gouttières à l'extérieur. Après le repas, elle a insisté pour faire la vaisselle. C'est le moins que je puisse faire, a-t-elle dit, d'une voix un peu plus forte. Je l'ai observée pendant une seconde, puis j'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers le salon pour fermer correctement cette fichue fenêtre. Le canapé était froissé à l'endroit où elle avait probablement commencé la nuit. Je l'ai redressé et j'ai jeté une couverture dessus. C'était temporaire, me suis-je dit, je ne faisais qu'aider quelqu'un dans le besoin. Les premiers jours se sont succédés dans un rythme étrange. Helen restait la plupart du temps seule dans l'appartement, pendant que j'allais travailler. Quand je rentrais, je trouvais l'appartement plus rangé, les comptoirs essuyés, les poubelles sorties, la vaisselle faite. Elle ne touchait pas à mes affaires, ne fouillait pas. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre avec un carnet que je lui avais donné et dessinait tranquillement. Je jetais un coup d'œil de temps en temps, des dessins simples représentant des rues striées de pluie, une voiture solitaire sous un lampadaire, des formes abstraites qui ressemblaient à des émotions tourbillonnantes. Un soir, après une longue journée passée à réparer un climatiseur récalcitrant dans un immeuble de bureau, je me suis effondré sur le canapé avec une bière. Helen était dans la cuisine en train de réchauffer une soupe qu'elle avait préparée avec ce qu'elle avait trouvé dans le réfrigérateur. « Tu n'as pas besoin de faire ça, lui ai-je dit. Elle a haussé les épaules et m'a apporté 2 bols. J'aime rester occupé. Ça m'aide. Nous avons mangé ensemble pour la première fois depuis ce matin-là. La conversation a commencé lentement, sur le temps, mon travail, puis elle s'est un peu plus ouverte. L'art était de mon échappatoire, m'a-t-elle dit. Chez moi, je peignais pendant des heures après des disputes. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas me prendre. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi dire. Ça a l'air difficile. J'ai eu ma part de mauvais jours, mais rien de tel. Elle m'a regardé avec curiosité. Et toi? Pourquoi Portland? Tu sembles être le genre de personne qui pourrait être n'importe où. J'ai hésité, puis je lui en ai un peu parlé. J'ai grandi à Seattle. J'ai déménagé ici après l'université pour un travail qui n'a pas abouti. Je suis resté dans le coin,
J'ai rompu avec mon ex il y a quelques années. Elle voulait plus d'excitation, je suppose. Maintenant, il n'y a plus que moi et les réparations. Helen a esquissé un léger sourire. Le premier vrai sourire que j'avais vu. Les réparations, ce n'est pas si mal. Parfois, il est plus facile de réparer des objets que des personnes. Cette nuit-là, alors qu'elle était recroquevillée sur le canapé avec une couverture, je m'allongeais dans mon lit et fixais le plafond. Sa présence était étrange mais pas désagréable. Elle comblait le vide de l'appartement, le silence qui m'oppressait auparavant. J'ai commencé à avoir hâte de rentrer à la maison, me demandant quel petit changement elle avait apporté ce jour-là. Un vase de fleurs sauvages du jardin sur la table, un mot disant « Merci pour les ingrédients de la soupe ». Des petites choses, mais tout n'était pas rose. Il y avait des moments de tension. Un soir, un coup bruyant à la porte l'a fait se figer, le visage pâle. Ce n'était que le voisin qui venait d'emprunter un outil, mais il lui a fallu des heures pour se détendre après. J'ai vu les cicatrices, pas seulement celles qui s'estompaient sur sa peau, mais aussi celles qui étaient plus profondes. La façon dont elle sursautait au moindre bruit, dont elle vérifiait 2 fois les serrures avant de se coucher. Je n'ai pas insisté pour en savoir plus, mais je pouvais sentir son histoire se dévoiler dans les silences. Au fil des jours puis des semaines, Helen a commencé à s'ouvrir. Elle me demandait comment s'était passée ma journée, me racontait des bribes de la sienne, comme le fait qu'elle enseignait autrefois aux enfants à dessiner leurs rêves. Je l'écoutais et pour la première fois depuis des années, l'appartement ne me semblait plus aussi solitaire. Je me suis surprise à acheter des provisions supplémentaires, des choses qui pourraient lui plaire, des fruits frais, un carnet de croquis dans un magasin à $1. C'était subtil, mais quelque chose était en train de changer. Pas une histoire d'amour, pas encore. Juste 2 personnes partageant un espace, commençant à se connaître. À la fin du premier mois, les choses s'étaient installées dans un rythme qui semblait presque normal. Si l'on considère comme normal le fait de partager son espace avec une femme qui s'est introduite chez soi pendant un orage. Les ecchymoses de Helen s'étaient estompées pour ne laisser que de légères traces jaunes, et elle avait commencé à sourire davantage. De petits sourires qui plissaient le coin de des yeux. Elle m'aidait à m'occuper du terrain envahi par la végétation derrière l'appartement, qui faisait office de jardin. Nous passions nos week-ends là-bas, elle à genoux dans la terre, plantant des marguerites et de la lavande, tandis que je transportais des sacs de paillis achetés à la quincaillerie. Ça égayera l'endroit, disait-elle, les mains sales, mais la voix plus légère. J'acquiesçais, la regardant travailler, éprouvant une satisfaction tranquille à la voir se détendre. Le soir, nous partagions une pizza ou tout autre plat que j'avais acheté en rentrant, assis sur le canapé à regarder de vieux films, des classiques comme Casablanca ou des films sans intérêt sur Netflix. Je gardais toutefois mes distances. Pas de discussion profonde, pas de contact accidentel. Elle était toujours une invitée, temporaire mais bon sang. L'appartement semblait moins vide avec elle. Les menaces de son ex planaient en arrière-plan, mais elles ne s'étaient pas encore concrétisées. J'avais installé un verrou sur la porte et m'étais assuré que les fenêtres fermaient correctement. Helen semblait reconnaissante, même si elle n'en parlait pas beaucoup. Elle devenait plus forte, du moins physiquement. Elle allait à pied au magasin du coin pour faire ses courses, revenait avec du pain frais ou des fruits, et insistait pour préparer des repas simples comme des pâtes à la sauce tomate ou des croque-monsieur. C'est ma façon de vous remercier, expliquait-elle, et je la laissais faire même si je savais que c'était davantage pour son propre sentiment de contrôle. Un samedi après-midi, environ 6 semaines plus tard, tout s'est effondré. J'avais fait des heures supplémentaires à l'atelier, réparant une série de sèche-linge défectueux pour le propriétaire d'une laverie qui n'arrêtait pas de changer d'avis sur ce qu'il voulait. Quand j'ai terminé, il était presque 17 heures. Le ciel était couvert de cette brume grise typique de l'Oregon qui annonçait encore de la pluie. Je suis rentré chez moi fatigué mais satisfait, pensant au reste de chinois dans le réfrigérateur et à la possibilité de convaincre Helen de regarder un match avec moi. Mais quand j'ai tourné dans ma rue, j'ai eu un coup au cœur. Un SUV noir était garé juste devant l'immeuble, élégant, déplacé dans ce quartier délabré. Le moteur était éteint, mais les vitres étaient trop teintées pour voir à l'intérieur. Je me suis garé derrière, j'ai pris ma boîte à outils sur le siège passager par habitude et je me suis approché de la porte.
C'était un choc, juste une fissure, mais suffisant pour déclencher l'alarme dans ma tête. En l'ouvrant lentement, j'ai appelé. Helen, ça va? Le salon était sombre, les rideaux tirés. Elle était là, adossée au mur près de la cuisine, le visage blanc comme un linge. Tout son corps tremblait, les mains plaquées contre le plâtre, comme si elle essayait de s'y fondre. Miles, murmura-t-elle d'une voix brisée. C'est lui, mon mari. Il m'a trouvé. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement derrière moi. Un homme fit irruption. Grand, large d'épaules, le crâne rasé et le visage déformé par la rage. Il avait peut-être la trentaine bien avancée et portait une veste en cuir qui moulait son corps. Son regard se posa immédiatement sur Ellen et ses yeux se plissèrent. « Te voilà, salope, grogna-t-il d'une voix basse et venimeuse. Tu pensais pouvoir te cacher? Je t'ai cherché partout. » Il se tourna alors vers moi et m'évalua d'un regard méprisant. « Et qui est-ce? Ton nouveau petit ami? Tu vis avec ce loser. » L'adrénaline monta en moi. Je m'avançai, me plaçant entre lui et Helen. « Sortez d'ici, » dis-je d'une voix plus ferme que je ne l'étais réellement. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne pouvais pas le montrer. « C'est chez moi ici. Vous êtes en infraction. » Il éclata d'un rire rauque qui résonna sur les murs. « En infraction? C'est Rich qui dit ça, lui qui cache ma femme. » Il a fait un pas en avant, les poings serrés. « Helen, ramène tes fesses ici. On rentre à la maison. » Elle gémissait derrière moi, se pressant contre le mur. Je pouvais la sentir trembler, respirer par petits halètements. « Non, a-t-elle dit, à peine audible. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » Cela l'a mis en colère. Il s'est précipité en avant, me poussant violemment dans la poitrine. Je trébuchais en arrière, mais je me rattrapais en agrippant le bord de la table. « Tu crois que tu peux la garder? » grogna-t-il en levant le poing. « Je la traînerai dehors s'il le faut. » Je ne réfléchis pas, je réagis. Ma main se précipita dans ma poche pour attraper mon téléphone, composant le 911 tout en esquivant son coup. « Police !» dis-je dans le combiné, assez fort pour qu'il m'entende. « Il y a un intrus dans mon appartement. Il est violent. Envoyez quelqu'un immédiatement. » Je lui ai donné l'adresse sans le quitter des yeux. Il a hésité, le visage rouge de colère. « Tu as appelé les flics, petite. » Il a attrapé une lampe sur la table d'appoint et l'a lancée contre le mur, la brisant en 1000 morceaux. Helen a crié en se couvrant la tête. Il s'est retourné vers elle. « Ce n'est pas fini, Helen. Je reviendrai. Tu ne pourras pas fuir éternellement. » Des sirènes retentissaient au loin, se rapprochant. Il a juré entre ses dents, jetant un coup d'œil vers la porte. « Tu vas le regretter, » m'a-t-il lancé. Puis il s'est précipité dehors, claquant la porte si fort que le cadre en a vibré. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des sanglots d'Ellen. Elle a glissé le long du mur, s'effondrant en boule sur le sol, le corps secoué de tremblements. Je m'agenouillais à côté d'elle, hésitante au début, puis passais un bras autour de ses épaules. Elle se blottit contre moi, agrippant ma chemise comme une bouée de sauvetage. « Il est parti, » murmurai-je. « Tu es en sécurité. » La police arriva quelques minutes plus tard. 2 agents prirent ma déposition, le récit de larmoyant d'Ellen et des photos des dégâts. Ils confirmèrent que l'ordonnance restrictive était toujours en vigueur et promirent de le retrouver pour violation de celle-ci. « Restez chez vous ce soir, » dit l'un d'eux. « Nous allons renforcer les patrouilles dans le quartier. » Après leur départ, Helen tremblait toujours. Je l'ai aidée à s'installer sur le canapé et l'ai enveloppée dans une couverture. « Je suis vraiment désolé, » répétait-elle. « Je ne voulais pas vous impliquer dans cette histoire. J'aurais dû partir plus tôt. » Je me suis assis à côté d'elle et lui ai pris la main. Elle était froide et moite. « Hé, arrêtez! Ce n'est pas votre faute! C'est cet homme qui est le problème, passe-toi. » Pour la première fois, j'ai pris conscience de l'ampleur de sa peur. Les années d'abus l'avaient marqué à jamais. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais pas la laisser affronter cela seule. Je ne vais nulle part, lui ai-je dit. Nous allons surmonter cela ensemble. Elle m'a regardé, les yeux rougis mais reconnaissants. « Pourquoi fais-tu cela? Tu me connais à peine. Parce que personne ne mérite de vivre ainsi, » ai-je répondu. « Et je me soucie de ce qui t'arrive. » Nous sommes restés assis ainsi pendant des heures, sa tête finissant par reposer sur mon épaule alors que l'adrénaline s'estompait. Cet incident avait brisé le mur qui nous séparait, nous forçant à affronter la réalité de son passé. À partir de cette nuit-là, les choses ont changé.
Nous avons davantage parlé de ses peurs, de ma solitude silencieuse, des petits espoirs que nous nourrissions tous deux d'une vie meilleure. Ce n'était pas facile, mais cela semblait être le début d'une guérison. Les semaines qui ont suivi ce cauchemar avec Mark se sont estompées dans un brouillard de paperasse, d'appels téléphoniques et de pas prudents vers l'avant. Je me suis lancé à corps perdu pour aider Ellen à gérer les conséquences, en commençant par les bases. Le lendemain matin de l'incident, je me suis assis avec elle à la table de la cuisine, une cafetière fraîchement remplie entre nous, et j'ai cherché sur mon ordinateur portable les numéros des refuges pour femmes et des services d'aide juridique locaux. Nous devons officialiser cela, lui ai-je dit, obtenir une ordonnance plus stricte afin qu'il ne puisse plus s'approcher de toi. Elle a acquiescé, toujours pâle mais déterminée, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Nous avons d'abord appelé une ligne d'assistance téléphonique. Une voix calme à l'autre bout du fil de taille nous a guidés à travers les différentes options. Dans l'après-midi, nous avons pris contact avec une avocate bénévole d'une association à but non lucratif du centre-ville de Portland, une femme pragmatique nommée Carla, spécialisée dans les affaires de violence domestique. Carla était une bénédiction. Lors d'appels vidéo, elle a examiné l'ancienne ordonnance restrictive de Helen, qui avait expiré pendant sa fuite, et a déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence sur la base du rapport de police de cette nuit-là. Nous obtiendrons une audience ex parte, a-t-elle expliqué. Il ne sera pas prévenu avant que l'ordonnance ne soit accordée. Après quelques jours tendus, le juge l'a approuvé. Mark n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 150 mètres d'Ellen, de son lieu de travail ou de mon appartement. Les policiers lui ont remis les papiers et pour la première fois, Helen a pu respirer un peu plus facilement. Mais la peur n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle sursautait encore au bruit d'une portière de voiture qui claquait dehors ou se figeait lorsque son téléphone vibrait avec un numéro inconnu. « Et s'il l'ignorait à nouveau ?» murmurait-elle dans l'obscurité. Je la rassurais du mieux que je pouvais, mais je savais que les mots avaient leurs limites. Au début, Ellen s'est ouverte davantage sur son passé, petit à petit, comme si elle testait le terrain. Un soir, alors que nous étions assis sur les marches arrière, regardant le coucher de soleil filtré à travers les arbres, elle m'a d'abord parlé des bons moments, de la façon dont Mark l'avait séduite à l'université avec des promesses d'aventure et de stabilité. Il était charmant à l'époque, disait-elle d'une voix distante. Mais après notre mariage, cela a changé. Au début, c'était de petites choses, comme critiquer mes vêtements, mes amis, puis la jalousie, le contrôle. La première fois qu'il m'a frappé, je me suis convaincu que c'était un incident isolé. Elle m'a décrit son isolement, comment il l'avait coupé de ses étudiants en art, surveillait son téléphone, transformait chaque dispute en menace physique. J'ai arrêté de peindre parce que cela le mettait en colère. Il disait que cela m'éloignait de lui. Je me suis perdu. Miles est devenu une coquille vide, marchant toujours sur des œufs. En entendant tout cela, j'ai ressenti un élan protecteur, un mélange de colère envers lui et d'admiration pour sa force d'avoir réussi à partir. « Tu n'es plus cette coquille vide, lui ai-je dit. Regarde tout ce que tu as survécu. » Elle a esquissé un petit sourire, mais ses yeux restaient assombris. Pour l'aider à retrouver une partie de ce qu'elle avait perdu, je l'ai encouragée à chercher un emploi. « Tu étais enseignante, lui ai-je dit un matin au petit déjeuner. Peut-être quelque chose en rapport avec l'art ou les livres. » Portland regorge d'endroits créatifs. Elle était hésitante au début, inquiète à l'idée d'une vérification de ses antécédents ou que Mark la retrouve, mais Carla nous a assuré que l'ordonnance serait respectée. Helen a peaufiné son CV, mettant en avant son expérience dans l'enseignement et son portfolio de croquis qu'elle avait commencé à reconstituer dans mon carnet. La chance a frappé environ 2 semaines plus tard. Elle a repéré une annonce d'emploi dans une librairie indépendante confortable du centre-ville appelée Page Turners. Un endroit pittoresque avec des planchers en bois qui craquaient et des étagères débordant de livres d'occasion. La propriétaire, Linda, une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et passionnée de tisane, l'a interviewée sur place. Helen a raconté juste ce qu'il fallait de son histoire pour expliquer les lacunes dans son parcours professionnel, et Linda, qui avait déjà fait du bénévolat dans des refuges, a acquiescé avec compréhension. « Nous avons tous besoin d'une seconde chance », a-t-elle déclaré. Helen a obtenu le poste à temps partiel, où elle remplissait les étagères, recommandait des livres et animait même un petit atelier d'art pour les enfants le week-end.
Son premier salaire lui a donné le sentiment d'avoir remporté une victoire. Elle a insisté pour faire les courses ce soir-là et a préparé un simple sauté qui lui a semblé meilleur que tout autre plat grâce à la fierté qui brillait dans ses yeux. Ce travail a entraîné de subtils changements chez Helen. Elle a acheté quelques nouvelles tenues dans une friperie, des jeans qui lui allaient bien, un pull doux dans sa couleur préférée, le bleu. Elle a décoré son coin du canapé avec des coussins qu'elle avait cousus à partir de vieux morceaux de tissu et a accroché l'un de ses croquis au mur. Un simple dessin représentant le jardin en fleurs derrière la maison. Je commence à me sentir chez moi, a-t-elle admis un jour, en rougissant légèrement. Je souris, envahi par une sensation de chaleur. Nos routines s'entremêlaient de plus en plus. Le matin, nous partagions un café. Elle me racontait une anecdote amusante sur un client du magasin et je me plaignais d'une réparation difficile. Le soir, nous partagions les tâches ménagères. Elle arrosait les plantes pendant que je réparais un robinet qui fuyait, ou nous expérimentions des recettes comme les spaghettis aiolio, en riant quand l'ail brûlait. Le changement vers quelque chose de plus profond s'est produit progressivement, presque sans que je m'en aperçoive. Un après-midi pluvieux, je suis rentré tôt à la maison et je l'ai trouvée à table, concentrée sur une toile qu'elle avait achetée avec son premier salaire. C'était un portrait de moi assis au comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main, regardant par la fenêtre. Les détails étaient parfaits, le pli de mon front, mes cheveux ébouriffés après le travail. Helen, c'est incroyable, ai-je dit, sincèrement stupéfait. Elle a levé les yeux, les joues rougies. Je voulais te capturer, la façon dont tu penses quand tu es silencieuse. Je l'ai taquinée gentiment. Ai-je vraiment l'air aussi sérieux tout le temps? Elle a ri, d'un rire franc qui a illuminé la pièce, débarrassé de la tristesse qui habitait habituellement ses yeux. Ce soir-là, après un film, une vieille comédie romantique que nous avions choisie au hasard, l'atmosphère était électrique. Nous étions sur le canapé, le générique défilait quand elle s'est tournée vers moi. Miles, pourquoi tu ne m'as pas encore mis à la porte? Avec tout ce désordre, Mark, mon passé, tu aurais pu partir. Sa voix était douce, vulnérable. J'ai croisé son regard, sentant mon cœur s'accélérer. Parce que certaines personnes en valent la peine, et toi, tu es l'une d'entre elles. Tu as redonné vie à cet endroit. Des larmes brillaient dans ses yeux, et elle s'est penchée vers moi, posant sa tête sur mon épaule. Je l'ai enlacée, la serrant contre moi. Ce n'était pas passionné, pas encore. Juste deux personnes trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre. Mais dans cette étreinte, j'ai su que j'étais tombé amoureux d'elle. Cette femme résiliente qui était entrée dans ma vie et m'avait montré ce que signifiait aimer profondément, lentement, sans précipitation. Les mois qui suivirent cette nuit décisive sur le canapé s'écoulèrent tranquillement, chaque jour s'ajoutant aux précédents comme des couches de peinture sur un mur défraîchi. La procédure de divorce d'Ellen se déroula sans grande agitation. Carla, son avocate, s'occupa de tout, présentant les preuves des violations et des antécédents de violence de Mark. Le juge a rapidement accordé la dissolution, citant l'ordonnance de protection et les rapports de police. Mark s'y est d'abord opposé, envoyant des emails furieux par l'intermédiaire de son avocat, mais lorsque le tribunal a menacé de le condamner à une peine de prison en cas de nouveau harcèlement, il a reculé. La police l'a surveillé et il a fini par s'enfuir dans une autre ville, laissant à Helen un dernier chèque de règlement amer qu'elle a directement déposé sur un compte d'épargne. C'est fini, a-t-elle dit un soir, tenant les documents du tribunal comme s'ils étaient en verre fragile. Vraiment fini? Je l'ai serré dans mes bras, sentant la tension se dissiper de son corps. Pour la première fois, elle n'a pas reculé. Avec l'ombre de son passé qui s'estompait, Helen s'est épanouie d'une manière que je n'avais pas prévue. Son travail chez Page Turners est devenu plus qu'un simple emploi à temps partiel. Linda l'a promue assistante manager après avoir vu comment elle communiquait avec les clients, leur recommandant des livres adaptés à leur humeur ou dessinant rapidement des portraits pour les enfants pendant les heures du conte. Helen a même commencé à donner des cours d'art gratuits à la bibliothèque locale le samedi, enseignant les techniques de l'aquarelle à tous ceux qui se présentaient, principalement des personnes âgées et de jeunes mères, en quête d'un moment de répit. Elle rentrait à la maison avec des traces de peinture sur les joues, les yeux brillants d'histoire. Aujourd'hui, une dame a peint le paysage préféré de son défunt mari. C'était magnifique.
Je l'écoutais tout en remuant le dîner sur la cuisinière, ressentant une grande fierté pour sa résilience. Notre situation a évolué naturellement, sans grande déclaration. Le canapé a cessé d'être son lit. Un soir, après une longue journée, elle m'a simplement suivi dans la chambre et s'est glissée sous les couvertures à côté de moi. Ça te va? M'a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête et l'ai serré contre moi, plus que ça me convenait. Nous ne nous sommes pas précipités dans quoi que ce soit de physique au-delà de nous serrer dans les bras. Les baisers ont été lents, hésitants au début, passant du réconfort à quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas d'une passion dévorante. Il s'agissait de confiance. D'apprendre à laisser quelqu'un entrer dans sa vie sans crainte. L'appartement s'est également transformé. Helen a accroché ses œuvres d'art au mur, des abstractions vibrantes dans le salon, une scène de jardin sereine dans la cuisine. Nous avons repeint la chambre en gris clair, acheté une vraie couette à la place de ma vieille couverture usée et transformé le jardin en un havre de paix. Plus de fleurs épanouies, un petit banc où nous nous asseyons le matin avec notre café, regardant les oiseaux voleter dans les branches. Il y avait encore des jours difficiles, bien sûr. Helen faisait parfois des cauchemars, se réveillant en haletant, convaincue que Mark était à la porte. Je la serrais dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se calme, lui murmurant « Il est parti. Tu es en sécurité ici. » Et les menaces n'ont pas complètement disparu. Des appels anonymes que nous signalions, des ombres qui s'avéraient n'être que des ombres. Mais nous les avons affrontées ensemble, appelant Carla ou la police quand c'était nécessaire, nous soutenant mutuellement. Je me suis aussi ouverte davantage, partageant le départ de Sarah, comment cela m'avait rendue méfiante, effrayée de me rapprocher à nouveau. Tu as changé cela, lui ai-je dit un après-midi, alors que nous marchions dans un parc voisin, les feuilles craquant sous nos pieds. Tu m'as montré que cela valait la peine de prendre le risque. Un lien plus profond s'est créé à partir de ces vulnérabilités partagées. Le rire d'Helen remplissait désormais l'espace. Sincère, contagieux. Elle me taquinait à propos de mes terribles tentatives culinaires, comme la fois où j'avais tellement brûlé des toasts que l'alarme incendie s'était déclenchée et où nous avions fini par commander des plats à emporter que nous avions mangés par terre, comme lors d'un pique-nique. Je me suis mise à préparer de petites surprises. Un nouveau set de peinture acheté dans un magasin de fournitures artistiques. Des billets pour une exposition dans une galerie locale où elle pourrait se perdre dans les couleurs. En échange, elle me dessinait. Des croquis inclinés de moi en train de réparer un gadget à table ou de lire dans mon lit. « Tu es ma muse maintenant », disait-elle avec un sourire timide. Un soir d'automne frais, alors que le vent faisait vibrer les fenêtres et que nous étions assis sur le canapé, enveloppés dans une couverture, Helen s'est tournée vers moi avec une expression pensive. La pièce était chauffée par le radiateur et l'odeur de son thé à la lavande se mêlait au léger parfum de la pluie dehors. « Miles, dit-elle doucement, si le premier matin où tu t'es réveillé et où tu m'as vu, tu m'avais dit de partir tout de suite, est-ce que tu le regretterais aujourd'hui? » Je posai ma tasse et pris sa main dans la mienne. Ses doigts s'entrelacèrent naturellement avec les miens, comme s'ils avaient toujours été là. « Non, répondis-je en secouant la tête. Pas une seule seconde. Si je t'avais renvoyé, j'aurais raté tout ça. Toi, nous, cette vie que nous construisons. Je serais resté dans ma routine, réparant les choses pour les autres, mais jamais pour moi-même. » Ses yeux brillèrent et elle se pencha vers moi, posant son front contre le mien. Je ressens la même chose. Cette nuit-là, j'étais au plus bas, prête à abandonner. Mais tu m'as donné une chance. Plus que ça, tu m'as donné de l'espoir. Nous nous sommes alors enlacés, le monde extérieur s'estompant peu à peu. Ce n'était pas un moment dramatique. Pas de feu d'artifice ni de grands gestes, juste deux personnes reconnaissant le chemin parcouru. De deux étrangers réunis par le désespoir à deux partenaires qui se choisissent chaque jour.